tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous ne sommes pas vus depuis à peu près un mois environ. L'émission s'est interrompue pendant le mois de Ramadan, donc nous sommes de retour, ravis de vous retrouver et nous serons avec vous durant une heure, l'heure qui suit, pour vous parler de l'économie qui vous concerne, comme chaque jeudi soir. Nous allons ce soir vous parler des exportations de produits agricoles, un créneau difficile, fragile, presque autant que certains fruits et légumes que nous avons du mal parfois à exporter pour plusieurs raisons, on va le voir ce soir, et tout récemment même pour des raisons phytosanitaires. On va vous en parler et pourtant les opérateurs exportateurs s'accrochent, ils font de leur mieux et les pouvoirs publics essaient tant bien que mal de les accompagner. Nous allons voir ce soir les enjeux d'un marché international difficile à plus d'un titre à pénétrer, celui des produits agricoles. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Bey Nassali, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Le président de l'ANEXAL, l'Association nationale des exportateurs algériens. Merci d'être avec nous. À vos côtés, monsieur Mesroud Hattab, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Chambre agricole d'Alger. Et à ma gauche, monsieur Aïssa Mansour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert agricole et conseiller à l'export pour tout ce qui est produits agricoles, entre autres. Merci d'être avec nous. Abdelmajid Benkassi, notre reporter, vous propose pour cette émission de revenir sur un événement qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, celui de quantité de fruits et légumes dont l'exportation a échoué. Des opérations qui datent de quelques années, qui se sont opérées à des moments différents. Le refoulement de ces produits peut arriver effectivement, mais ce qui a notamment inquiété l'opinion publique, ce sont les raisons pour lesquelles ces produits n'ont pas pu être exportés. On regarde le reportage de Abdelmajid Benkassi et on vous en dit encore davantage pendant le débat. Ce ne sont guère les raisons d'un refoulement d'une exportation d'une marchandise qui pourrait affecter ni ralentir la volonté des producteurs algériens de poursuivre leur dynamique ascendante vers l'export, encore moins atténuer leur offensive en direction des marchés extérieurs. Surtout lorsque rien n'est vérifié ni notifié officiellement. Quand bien même le risque zéro n'existe pas. Les exigences des marchés internationaux sont nombreuses et la concurrence est très rude. Il devient alors difficile de placer un produit sur le marché. Vous savez, toute exportation de produits végétaux, elle est soumise à un contrôle phytosanitaire obligatoire au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes, aériens du territoire national. Effectivement, le risque zéro n'existe pas, comme vous le savez, mais du point de vue phytosanitaire, tout est balisé, tout est contrôlé, et il n'y a pas de risque phytosanitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refoulement de marchandises à cause d'un problème phytosanitaire. Ça, je peux vous l'attester, parce que quand il y a un refoulement pour motif d'un problème phytosanitaire, il y a une notification qui nous vient de l'autorité phytosanitaire du pays importateur. Il y a eu des informations qui ont apparu dans la presse dernièrement qui parlent de refoulement, mais il ne s'agissait pas de problème phytosanitaire, mais plutôt il y a un seul cas qui a été enregistré, mais c'était un problème autre que phytosanitaire, c'est que l'exportateur n'a pas respecté la chaîne de froid. Attention, l'exportation n'est pas facile. Parce qu'elle a ses règles, elle a ses techniques, c'est une profession, elle a aussi ses concurrents. Et les concurrents peuvent faire mal. Si on n'y prend pas garde, un concurrent peut vous faire très mal. Donc il ne faut pas que ça se répète, des opérations qui sont répétitives, donc on ne doit pas perdre un client, on ne doit pas perdre un marché, et donc il faut analyser en détail l'erreur. Il faut agir vite. Il faut agir pour que ça ne se reproduise pas, mais ce n'est pas une affaire considérable par rapport à la médiatisation, l'envergure qu'on a voulu lui donner. Je ne pense pas que ce soit un drame. Ce n'est pas du tout un drame. L'exportation reste et demeure un créneau difficile qui a ses règles et ses exigences. L'effort à l'export a d'ailleurs été maintenu. L'Algérie a exporté depuis janvier 2018 plus de 6300 tonnes de dattes et plus de 1300 tonnes de produits maraîchers, ce qui démontre la bonne qualité des produits agricoles algériens. Ben oui, il y a toujours des problèmes parce que nous on exporte des produits périssables. Et le produit périssable, c'est des produits risqués. S'il y a un souci de logistique, s'il y a un souci de retard, mais par rapport aux qualités, non, jamais. Même l'Algérie a l'habitude de refuser de la marchandise européenne. Moi, j'ai un ami qui a importé de la pomme, ça fait 3-4 ans, qu'il a importé de l'Espagne, elle a été refusée par les services phytosanitaires. C'est lié à des critères donc, de qualité de chaque pays. Chaque pays a ses exigences, a ses critères. القضية هذيك تاع المنتوج تاع البطاطا وتاع التمور اللي عاود رجع
هذيك ما عندهاش بيان، ما عندهاش حاجه رسميه باللي رجعوا لنا المنتوج هذاك. خاطر انا زرت الوزاره واتصلت بهم مره واحده ما كانش صادرين نيكري اوفيسيال. L'histoire de la date et de la pomme de terre refoulée n'a pas de preuve, ni de constat de refoulement officiel. Nous sommes allés au ministère et il n'y a rien de palpable sur cette affaire. Elle a été amplifiée par une certaine presse. On dirait qu'on veut nuire à la production agricole algérienne et aux produits du terroir. L'exportation n'est pas une chose facile. Simplement, l'excès de médiatisation, le bruit qui a été fait autour de ces problèmes de refoulement de produits me paraît nettement excessif. Parce qu'il y a probablement des erreurs. Il y en a eu des erreurs. C'est la responsabilité d'un exportateur. Ce n'est pas exclusivement la responsabilité de l'exportateur, c'est également la responsabilité de l'environnement, d'institutions de contrôle, de suivi. Un problème d'environnement qu'il faudrait assainir absolument. Voici donc un reportage qui a essayé de faire le tour au niveau des différents opérateurs, au niveau des différentes personnes qui sont concernées par cette problématique. Donc on a essayé de faire notre possible pour nous rapprocher d'un maximum de personnes. Alors pour vous résumer, pour le ministère, ce n'est pas un problème phytosanitaire, c'est un problème de maîtrise de chaîne du froid. Pour la Chambre d'agriculture, c'est quasiment à cause de certains médias que visiblement, selon eux, les médias en ont trop fait. Et finalement, un problème d'environnement, ça on n'en disconvient pas, qui semble-t-il rend les choses plus compliquées. Alors on va essayer de comprendre point par point et en commençant par le gros, c'est-à-dire l'environnement. Aujourd'hui, la question est pour vous, Ali Baynatri, est-ce que les produits agricoles algériens s'exportent facilement? C'est pas facile de répondre à cette question. Ce qu'il faut, le constat c'est quoi? Le constat c'est que nous exportons. Nous avons exporté 57 millions de dollars en 2017, dont 51 millions de dollars de date et 6 millions du reste. Donc nous ne sommes pas visibles dans le domaine de l'exportation des produits agricoles. Hormis la date, nous avons exporté 817 tonnes de pommes de terre, ce qui est epsilon. Donc nous sommes au début des exportations en Algérie. Ça, c'est les statistiques qui le disent. L'Algérie a-t-elle les capacités, a-t-elle les potentialités, a-t-elle un avenir? Oui, mais ce que je voudrais revenir un peu au problème qui s'est posé. Parce que d'une manière ou d'une autre, de façon indirecte, j'étais un peu à l'origine de ça. Oui. Parce que j'étais interviewé, donc, et on a complètement donc, déformé mes propos. J'avais cité le refoulement, donc le refoulement non, on ne refoule pas, hein, on détruit des produits. On a eu le cas d'un exportateur, donc où il y avait donc, ce qu'on appelle des insectes, bofarois, comme on dit. Oui, pour la date. Pour la date. Ça arrive dans tous les pays. Il faut savoir que d'autres pays ont connu des suspensions. Deux grands pays exportateurs ont connu des suspensions de produits. Non, ce n'est pas le cas. C'est donc un accès donc, qui est refusé pour un conteneur. Il y a eu le cas donc, du Canada, il y a eu le cas de 3 palettes de tomates au niveau du Qatar. Les raisons, je connais les raisons de la date. Je ne connais pas parce que nous avons aussi nous-mêmes des informations. Et on a dit que les dates sont interdites. Et c'est absolument faux. En tout état de cause, je ne peux pas être à l'origine d'une information que je ne maîtrise pas et qui va à l'encontre de pourquoi je milite. Mais vous avez bien parlé de la raison phytosanitaire, c'est-à-dire que c'est des produits qui n'étaient pas aux normes des pays récepteurs. Il arrive, il faut faire une chose. Un conteneur, un 20 pieds peut contenir 17-18 tonnes. Il se peut que dans le sondage, on tombe sur un produit. Les Canadiens sont très très rigoureux, ils mesurent même le taux d'humidité, donc de la date, pour vous dire. Mais en tout état de cause, on a dit qu'elle est interdite. C'est absolument faux, parce que j'ai devant moi, devant mes yeux, donc l'agence canadienne de vérification des importations, et nous voyons ici, date algérienne autorisée. Donc et absolument, ça n'a jamais été le cas, et ça ne peut pas être le cas. Oui. Maintenant, il faudrait, je pense que c'est une alerte, même si elle est bénigne, mais en tout cas, c'est une information qui nous a causé du tort.
parce que nous-mêmes, au niveau de l'association, et moi-même, donc j'ai été donc sollicité par différents importateurs, notamment donc de certains pays avec lesquels on commence à exercer. Et on m'a posé la question suivante, est-ce que c'est vrai? Je dis, c'est absolument faux. C'est très simple. Nous sommes à l'heure de la connaissance mondiale. Tout ce qui se passe est connu et c'est visible dans tous les réseaux. 1. 2. L'information a démarré des réseaux sociaux, disant qu'il y a un refoulement, un rejet donc de l'importation de la pomme de terre algérienne au niveau du marché russe. Personne n'a vérifié l'information pour dire que c'est des pesticides. Vous voulez dire qu'on vous a fait dire des choses fausses? On vous aurait fait dire que la raison pour laquelle la pomme de terre n'a pas été exportée... J'ai pas parlé de la France, j'ai pas parlé du marché français. On a dit que les produits algériens sont brûlés. Fait faire ça. Mais c'est de la folie. Ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. La preuve, où est-ce qu'elle est? La preuve que, dans le cas de la date, qui est le principal donc, produit d'exportation, dans le cas de la date, nous avons réalisé, les 5 premiers mois, 41 millions de dollars. C'est toute l'année 2016. Oui. Et nous sommes presque à 80% de l'année 2017. Nous sommes en progression, tant en volume qu'en valeur. Ça, c'est la preuve par neuf. Nous avons, cette semaine, j'ai été à l'aéroport de Hawari Boumediene. Nous commençons à exporter donc une variété de produits, notamment des produits très délicats comme la fraise, comme le melon, alors justement, comme le pastel. On va rentrer dans les détails. Je vous ai laissé parler un peu plus longuement que les autres invités, mais c'est réellement parce que, comme vous l'avez si bien dit, Ali Benasri, c'est à partir de vous qu'a démarré cette polémique et l'information, et selon vos propres propos, n'a pas été dite de la manière dont elle a été relayée par la presse. Mais on va revenir quand même sur... Ça mérite, mais c'est des questions qui méritent d'être discutées. Monsieur Mansour, votre point de vue sur cette question, est-ce qu'il y avait lieu de se dire à un moment donné, que ce soit par les réseaux ou peut-être par des opérateurs exportateurs ou peut-être par d'autres pays, parce qu'il y a eu beaucoup de supputations autour de ce sujet, est-ce qu'il y avait de bonnes raisons de dire que nos produits pouvaient ne pas être aux normes pour être exportés? Tout d'abord, l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires a été signé dans le cadre du cycle de l'Uruguay. Le cycle de l'Uruguay, ce sont les négociations qui concernent les produits agricoles au sein du GATT, c'est-à-dire avant la création de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, cet accord a été ratifié en 1995 avec la création de l'OMC. Il concerne, l'accord pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, il concerne la salubrité des aliments, il concerne également la préservation des végétaux et aussi la protection de la santé animale. Donc, cet accord-là donne à chaque pays comment dirais-je, de faire les normes selon... D'imposer des normes voilà, pour les produits qui vont être importés. Voilà, ses propres normes, pourvu qu'elles soient basées sur des données scientifiques. Il ne faut pas qu'elles soient utilisées. Oui. Il faut savoir aussi que ces mesures sanitaires et phytosanitaires sont utilisées par beaucoup de pays comme des barrières non tarifaires. C'est pour protéger leur production. Oui. Donc, ce n'est pas un drame. Par exemple, un pays refoule des produits agricoles pour des raisons sanitaires et phytosanitaires. Ce n'est pas un drame. Ce qui s'est passé chez nous, ce n'est pas le problème de refoulement, parce que cela peut arriver dans beaucoup d'opérations d'exportation. Voilà, même nous, on a refoulé sûrement, on a refoulé à plusieurs reprises. Oui. Comme ça a été dit dans le reportage. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas su gérer ce problème-là. Parce qu'il y avait toute une polémique. Quand on voit, par exemple, la réaction du ministère de l'Agriculture ou bien celle du ministère du Commerce, d'ailleurs, on remarque qu'il n'y a pas une coordination. Il n'y a pas une coordination. Et même les communiqués du ministère de l'Agriculture, à chaque fois on entend Effectivement, ils parlent de produits différents. Les uns parlent de boissons et de pâtes, les autres parlent à chaque fois on donne des arguments. La première fois, le ministère a nié, il a dit qu'il n'y a aucun produit qui a été refoulé. Le lendemain, ils disent non. S'il y a refoulement, peut-être c'est à cause d'une opération d'exportation anarchique. Alors moi, je me demande comment qu'une opération d'exportation peut être anarchique, alors que
les produits exportés, ils franchissent, ils passent par la douane. Ils franchissent les frontières de deux pays. Donc c'est aberrant d'avancer ça. Il y a une explication. Après, on a entendu dire que le ministère a reçu 2 alertes durant le 2017 qui ne concernent pas les produits agricoles. Donc à chaque fois, on donne... Et une enquête, il faut rappeler qu'une enquête a été ouverte. Justement, pour savoir quand le ministère de l'Agriculture dit qu'il n'y a pas de refoulement de produits, et d'autre part, le ministère du Commerce, il dit, il diligente une enquête. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas une coordination entre les 2 départements qui sont censés normalement œuvrer ensemble pour gérer cette situation-là. Et du coup, ça crée la suspicion. Oui, bien sûr, c'est ce langage incertain qui a alimenté la rumeur. On pose la question et la réaction de M. Saad Hattab, qui est président de la Chambre des agriculteurs, qui peut parler au nom des agriculteurs également. Écoutez, pour nous, le problème, c'est un non-événement. Parce que c'est une chose qui peut arriver dans n'importe quel pays. C'est des accidents de parcours pour un tel produit, parce qu'il a fait mauvais temps, parce que le bateau a eu des problèmes, parce que les causes sont multiples. Pour nous, c'est un non-événement. Le problème est que l'émergence de l'agriculture algérienne, son développement, son essor, l'introduction de nouveaux investisseurs, de jeunes agriculteurs qui commencent à donner ses fruits, inquiète beaucoup de gens. Inquiète beaucoup de gens parce que, ça, comme l'a dit le monsieur, la concurrence ne permet pas de... Oui, mais en même temps, la polémique, elle est sortie au niveau des polémique, mais parce que nous sommes immatures, nous nous basons sur des réseaux sociaux que n'importe qui se permet de dire n'importe quoi. Oui. Ce n'est pas de l'officiel. Je voudrais bien que ce soit le NTV qui donne l'information. Là, c'est des sérieux, ce sera quelque chose de sérieux. Non, mais quand c'est les réseaux sociaux, tout le monde a ses raisons, tout le monde veut créer... Je tiens quand même à dire que tout notre respect pour nos collègues des autres médias. Je n'ai pas dit médias. J'ai dit les réseaux sociaux, on se base sur des lahores. Voilà. Voilà. Chacun essaie de faire son travail du mieux qu'il peut. Mais moi, je voudrais, puisque vous êtes là, vous poser la question. Oui. Aujourd'hui, quelle est la preuve tangible qui permet de croire que les produits agricoles que nous exportons ne peuvent contenir des produits phytosanitaires qui ne seraient pas dans les normes des pays il y a tout simplement le bon sens. Oui, allez-y. Le bon sens, je vais le dire parce qu'ils m'ont dévancé sur la question. La production agricole est tenue par des règles. L'exportation, elle est régie par des règles que chacun doit respecter, et l'importateur et l'exportateur. Vous trouvez qu'un importateur d'un pays étranger va acheter quelque chose en Algérie, par exemple, sans s'assurer de ses qualités, de tout... Et l'inverse, vous trouvez qu'il y a un exportateur algérien qui va risquer sa cargaison pour un petit problème phytosanitaire, de se voir refouler sa cargaison. Oui. Ça ne tient pas la route. Oui. Alors cette histoire, elle a eu le contraire du mérite. Je cherche le mot, c'est difficile, on l'utilise rarement. Elle a eu pour effet pervers de faire parler beaucoup d'experts, notamment des experts agronomes, qui ont mis au jour, qui ont mis sous les projecteurs des pratiques. On parle des produits phytosanitaires, on parlera d'autres choses plus tard, mais on essaie de mettre le projecteur sur ça, et sur la manière dont ils sont utilisés, est-ce qu'ils sont homologués ou pas. Voilà. Premièrement, les produits phytosanitaires ne peuvent être commercialisés qu'après homologation. Passons ce cap-là. Je suis agriculteur. Je vais acheter un produit phytosanitaire pour traiter mon verger. Vous savez que le dernier produit coûte 5 000 à 10 000 dinars le litre. Le dernier, pour ne pas dire ce qui coûte jusqu'à 100 000 dinars le litre. Et puis, il y a des prescriptions d'emploi. Pour traiter telle maladie, il vous faut X millilitres par hectare. Oui. Plus ça ne donne aucun effet, moins ça ne donne aucun effet. Donc il faut respecter la... Plus c'est toxique. Plus c'est toxique. Plus c'est toxique, très bien. Toxique pour les êtres humains. Je vais gaspiller mon argent pour aucun résultat.
Et dites-vous bien, aujourd'hui, les agriculteurs, ce n'est plus les anciens agriculteurs illettrés, peut-être, je m'excuse de l'expression. Peu formés, on va dire. Peu formés, très bien. Aujourd'hui, c'est des jeunes agriculteurs qui sortent de grandes écoles. Oui, mais c'est paradoxal, Monsieur Hattab, puisqu'on sait que chez nous, l'agriculture, elle est morcelée. Ce sont des petites parcelles. Oui, c'est vrai qu'il y a des fermes. C'est ce qu'il vous semble. Oui. C'est ce qu'il vous semble, mais seulement vous ne tenez pas compte de la disponibilité du produit. Oui. 365 jours, et je le dis toujours, un quart, hein, H24, n'importe quel produit, vous l'avez à longueur d'année. Ce n'est pas les petites parcelles seulement qui font ça. C'est de grands investissements. Oui. Et ces grands investissements ont à leur disposition des techniciens, des ingénieurs. Oui, et des conseillers notamment. Ils ne travaillent pas comme ça. Peut-être qu'il connaît mieux que nous, mais je ne suis pas totalement d'accord. Tout simplement. D'abord, tous les métiers. Vous savez qu'il y a une école qui a été créée, une école nationale des métiers de l'agriculture, qui a été créée par décret en janvier 2015. À ce jour, elle est inexistante. Pourquoi cette école? Nous n'avons pas les corps de métier. Si nous formons des ingénieurs, nous ne formons pas les métiers intermédiaires. Ça va de l'ouvrier agricole, technicien, à l'ingénieur. Il faut dire, il dit qu'elle est qualifiée, peut-être que dans sa région, peut-être c'est vrai. Mais en tout cas, tout le monde sait qu'il y a, je ne dis pas une non-maîtrise de l'itinéraire, du ce qu'on appelle le protocole technique. Oui. Et quand il y a des insuffisances, il faut reconnaître qu'il y a des insuffisances. Nous avons, disons, mené une bataille, disons, pour la satisfaction du marché national. La bataille quantitative est liée, ça c'est clair. Mais en tout état de cause, il y a des choses, des progrès à faire dans le domaine de la maîtrise. Oui. Pour le qualitatif, en fait. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Hattab quand il dit que c'est un événement pour lui, le problème de refoulement. Moi, je vous dis que c'est un événement, mais je n'essaie pas de dramatiser les choses. Mais c'est une occasion pour nous d'ouvrir le débat sur l'utilisation de ces poisons-là. Parce que c'est une occasion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'Algérie n'utilise pas les pesticides. Mais si, les agriculteurs algériens, ils utilisent anarchiquement les pesticides. Ils les utilisent. Comme vous avez dit que les produits qu'on utilise sont homologués. Oui, il y a même l'index phytosanitaire, vous le connaissez sûrement, l'index phytosanitaire. Il y a tous les produits utilisés qui sont homologués. Mais il y a une année, je pense une année ou 2 ans de ça, il y a la FAO qui a fait une alerte pour certains pays en disant qu'il y a 17 pays africains qui produisent des pesticides anarchiquement. Donc, ces pesticides... C'est pas notre cas, rassurez. Non, c'est pas notre cas. Au contraire, non, l'alerte a été faite pour des pays, parmi eux l'Algérie. C'est pour faire attention. D'accord. C'est pour faire attention, parce qu'il y a des pays limitrophes. Oui. Voilà, c'est ça. Pour prévenir, pour ne pas acheter ce type de pesticides. Ces pesticides-là peuvent rentrer frauduleusement. Donc, s'ils rentrent pour vendre, c'est la contrefaçon. Pour vendre, c'est de baisser les prix. C'est tout à fait normal. Et l'agriculteur, sûrement qu'il va acheter le produit, le produit le moins cher. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que nos produits ne sont pas bio. Comme le prétendent beaucoup de gens. Il y a quand même 2 types de pesticides chez nous, de produits phytosanitaires. Il y a ceux qui sont homologués et connus par le ministère de l'Agriculture, parce qu'ils sont validés à l'importation. Et il y a ceux peut-être qui sont importés par d'autres voies et qui échappent au contrôle. C'est bien ça. Le problème, ce n'est pas l'utilisation des pesticides, parce que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, c'est impératif. C'est impératif, on ne peut pas produire sans parce qu'il y a des maladies qui peuvent attaquer les cultures, et il y a les mauvaises herbes qui infestent les champs. Donc, le problème, c'est dans le non-respect de l'utilisation des produits. Oui. C'est comme un médicament. S'il y a une surdose, c'est toxique. C'est la même chose. On ne respecte pas la dose et on ne respecte pas la période d'utilisation. Parce que des fois, on trouve des produits, ils disent qu'il faut par exemple l'utiliser avant 1 mois de la récolte. Par exemple, ici, un agriculteur l'utilise 1 semaine avant la récolte, c'est très toxique. Et ensuite, il y a l'arrachage. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Est-ce que sur le marché, déjà, les agriculteurs peuvent trouver différents types de pesticides autorisés ou pas? Au risque de me répéter, il y a une agriculture ancienne
de gens peu formés qui est en train de se dissoudre. Elle est remplacée par les agriculteurs modernes. Ces agriculteurs modernes ne s'amusent pas. Ils n'achètent pas le produit contrefait parce qu'il est inefficace. Et ça, je vous le dis par expérience. Vous achetez le produit, mais il n'y a rien dedans. Vous avez une certaine odeur, c'est pour faire semblant, mais pour l'efficacité, aucune efficacité. Mais il peut être toxique, M. Hattab. Mais il n'utilise plus. Il n'utilise plus. Ça, je vous le garantis. On utilise les produits de marque de grandes sociétés, lesquels sont efficaces. Les gens n'utilisent plus cela. Quant à la formation, vous n'avez qu'à faire un petit tour à l'ITH de Intaya et vous verrez qu'on forme des tailleurs, qu'on forme des... Il faudrait faire la formation existe. Si le ministère de l'Agriculture a créé cette école, c'est parce qu'elle est venue remplir un vide. Cette école, elle existe. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Vous savez qu'elle existe? Oui, mais nous avons des écoles de formation. Vous savez que cette école existe? Non, je le sais. Et voilà, vous ne le savez pas, vous êtes dans l'agriculture. Moi, je vous dis qu'il y a eu, vous consultez le journal officiel 04 du 29 janvier, le ministère de l'Agriculture a cru bon de créer une école nationale des métiers de l'agriculture. Et il a créé aussi un observateur national. Vous voulez dire qu'elle est vide actuellement, elle est fermée, il n'y a pas d'étudiants, c'est ça? Non. Écoutez, depuis le temps... Malheureusement, je ne vais pas vous contredire, je ne suis pas au courant. Hein. Non, moi je vous dis, non, je vous renvoie, je vous donne les références. Oui. Consultez le journal officiel 04 du 29 janvier 2015, vous allez voir qu'une école, c'était un décret présidentiel. Il faut s'y rendre, hein, pour voir si elle est ouverte ou pas. Non, pas elle n'est pas ouverte. On sait qu'il y a une assiette qui a été dégagée devant, à côté, donc... donc c'est encore un projet. Voilà. D'accord. Mais ça fait 3 ans. Oui. Et si le ministère de l'Agriculture a cru bon de créer cette école, c'est pour remplir un vide. On a cru. Il faut savoir qu'il y a 42 métiers dans la lac d'Afrique. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est les produits que vous avez cités, qui sont donc aux normes, homologués par le ministère de l'Agriculture, qui sont issus de grands laboratoires pharmaceutiques, grands laboratoires qui sont même parfois remis en cause dans certains pays, mais ça, on va le laisser entre parenthèses. Est-ce que cette liste de produits phytosanitaires est autorisée par les pays où l'on exporte? Parce que finalement, c'est une histoire de, il y a des marques de produits phytosanitaires qui sont blacklistées. Est-ce que la liste que nous pratiquons est compatible? Je ne mettrai pas en doute les gens qui font l'homologation, ils sont bien au courant de ce qui est interdit ailleurs et ce qui n'est pas interdit. Donc, ils ne peuvent pas homologuer ce qui est interdit ailleurs. Ça, c'est certain. Mais quant à son utilisation, je reviendrai sur les produits de l'exportation. Ici, on n'exporte pas l'excédent. Oui, bien sûr. Si on exporte l'excédent, ça veut dire qu'on n'a pas une politique d'exportation. Mais justement, on n'a pas. Mais on n'a pas. On n'exporte que de l'excédent. Il y a un seul. Je peux vous citer, il y a beaucoup de gens qui croient ça. Beaucoup de gens qui croient, même des responsables qui croient qu'ils peuvent exporter. On est actuellement en train d'asseoir une stratégie à l'exportation. Il y a eu les assises, vous avez dû assister. Les assises sont sorties avec des recommandations. Pour la première fois, l'État, le gouvernement veut aller vite. Le Premier ministre, sous les instructions donc, de M. le Président de la République, a donné, donc, comme directive, à travers le Premier ministre, au ministre de l'Agriculture, de mettre en place immédiatement. On est à la 2e réunion. Hier, on a fait la 2e réunion. Pourquoi? Justement, pour voir comment développer les exportations. Et je suis d'accord avec vous, on n'exporte pas l'excédent. J'ai toujours été... Mais pour l'instant, il y a 2 qui exportent dans un cadre planifié, qui exportent des produits d'excellente qualité. Voilà, vous me rejoignez dans mon raisonnement. Voilà. Et vous écoutez, la différence... Ce que vous dites là, ça rejoint mon raisonnement. Nous avions une première étape, c'est d'assurer une production. Pérenne. Quand nous avons maîtrisé la production à l'échelle locale, nous devons bien sûr nous orienter vers l'extérieur. Et ce qui ressort des assises dont vous aviez assisté. Maintenant, il faudrait changer de politique. Maintenant, nous allons produire pour l'exportation. C'est ça. C'est dont on a besoin. Mais pour exporter, il faut produire un produit exportable. Mais je vous dis une chose. Spécifiquement destiné à l'exportation. Destiné à l'exportation. L'exportation, c'est une planification en fonction d'une demande.
Mais ceci ne nous empêche pas, ceci ne nous a pas empêché de saisir l'opportunité d'exporter quelques produits dans nos 6 millions de dollars par rapport à la moyenne régionale. La moyenne régionale, elle dépasse 1 milliard. Ceci dit, ça ne remet pas en cause la politique d'exportation. La politique d'exportation vient de se mettre en place. Il va falloir qu'elle se réoriente vers comme ça, inquiéter les gens, la concurrence, vous le dites si bien. Oui. Il faudrait qu'on nous mette les bâtons dans les roues à partir de maintenant. Oui. À nous de nous défendre pour prouver que ce qu'ils avancent, ce n'est que du... Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de comprendre aussi à quel point cette thèse de produits infestés ou peut-être cet excès d'utilisation de produits phytosanitaires est vrai ou pas, et aussi peut-être aussi la contourner, parce que c'est en posant les problèmes qu'on peut s'améliorer. Venant des produits soi-disant refoulés pour cette cause, c'est faux. Peut-être vous trouverez un produit sur les étals de chez nous, une tomate avec un peu de bouillie bordelaise. La tomate et le poivron sont souvent... Je vous le dis moi-même, vous trouverez une tomate avec des résidus de bouillie bordelaise, etc. Oui. Il a fait le traitement il y a 2 jours, il fait la récolte aujourd'hui. Et quel impact ça peut avoir, ça? Oui, c'est une question de ménagère qui doit faire attention un peu. Oui, mais est-ce que c'est dangereux, justement? Oui, c'est dangereux si on le consomme en tant que tel. Mais c'est quand même tout de même grave de le dire. On ne peut pas le nier. Il arrive, je ne dis pas que c'est une généralité. Il ne faut pas confondre, ne me faites pas dire comme monsieur, on lui a fait dire ce qu'il n'a pas dit. Oui, mais non, mais là, tout le monde vous entend. Mais en l'absence de contrôle, monsieur Hattab, en l'absence de contrôle de l'utilisation de ces pesticides, il doit y avoir des dépassements. Soyez sûr qu'il y aura des dépassements. Je vous le dis sincèrement. Comment dire, si la ménagère n'a pas beaucoup d'eau, suffisamment d'eau chez elle... Mais j'ai bien dit que ce n'est pas une généralité. J'ai dit il arrive quelquefois. Parce que là, il n'y a pas une astreinte bien spécifique. Les gens, des fois... ont dû laisser aller. Il peut récolter parce que le besoin de tomate est pressant. Il va faire la récolte tout de suite pour... il faut respecter ce qu'on appelle la date avant récolte. Ça, c'est très important. Donc, voilà, la date avant récolte n'est pas respectée. Oui, mais pas quelquefois. Non, mais s'il n'y a pas de respect. Mais si vous voudrez attirer votre attention sur une chose, il est clair que c'est un problème, disons, globalisé, mondial. Je vous donne l'information. Au mois d'avril, en France, 2 pesticides thaïlandais ont été donc diagnostiqués comme étant fortement cancérigènes. C'était ma prochaine question. Allez-y, voilà. Donc, pour vous dire que ça se passe actuellement, le glyphosate, c'est un débat. Il y a des pays qui le conservent, il y a des pays qui... C'est un débat de l'heure, effectivement. C'est bien de mettre sur la table ce débat-là, mais il ne faudrait pas donc paniquer les gens, dire que c'est général. S'il y a une reprise en main, en quelque sorte, de cet aspect-là. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème, donc, pas de gouvernance, mais en tout cas d'unicité de... Vous savez, il y a une partie... D'harmonie, hein, comme le décrivait Aïssa Mansour, il y a par exemple... Il y a 2 ministères qui gèrent. Vous avez le ministère de l'Agriculture et vous avez aussi le ministère du Commerce. Pour la partie, tout ce qui est partie, donc, pesticides, fongicides, raticides, insecticides, herbicides, c'est géré par le ministère du Commerce. Ne faudrait-il pas, à l'instar d'autres pays, que l'agriculture s'approprie absolument toute la chaîne, c'est-à-dire de l'import à l'export. Ça, je pense que maintenant, il faudrait peut-être revoir, parce que c'est, disons, c'est les professionnels du secteur, il ne faut pas que ce soit une dilution dans les responsabilités. Est-ce que l'Algérie utilise le glyphosate? Est-ce que l'Algérie utilise ou... C'est utilisé en Europe, c'est utilisé en Europe. Et chez nous, c'est le cas aussi. Tant qu'il n'y a pas une interdiction, c'est-à-dire parce que vous savez que quand il y a des produits, il y a aussi, vous savez, la FAO qui existe, il y a des systèmes d'alerte au niveau mondial. Vous savez qu'il y avait un problème au niveau donc du palmier espagnol. C'était un insecte qui s'appelait le charançon rouge. Pratiquement, il suçait donc le absolument. L'alerte a été donnée au niveau mondial. Vous savez que aussi. Les pays, il y a des pays grands exportateurs. Je prendrai notre voisin de l'Ouest. La menthe a été diagnostiquée comme étant fortement toxique. Vous savez qu'actuellement, au niveau donc toujours au niveau de l'espace au niveau français, il y a donc des pesticides qui ont été utilisés
et qui ont plus ou moins diagnostiqué, ça s'appelle des tueuses d'abeilles. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des neurotoxiques. Ça, c'est un problème de l'heure. De tous les exemples que vous venez de citer, finalement, il n'y a pas lieu de dire que nous sommes... il n'y a pas lieu d'être complotistes, finalement. Parce que, évidemment, parmi les réactions qui ont été suscitées par certaines parties, c'est un complot. Est-ce que c'est la bonne attitude, réellement, en quelques mots, que de dire que, voilà, nous sommes l'objet d'un complot international? Est-ce que nous sommes vraiment un acteur qui peut déranger à ce point? Non, loin de là. Je voudrais écouter Monsieur Mansour. Moi, je vous parle en tant qu'agronome. Et je sais bien ce qui se passe sur le terrain. On utilise des pesticides. Ça, il n'y a pas... Ça fait partie de l'agriculture. Oui, bien sûr. Le problème, je vous dis, le problème, c'est dans l'utilisation abusive. C'est dans l'utilisation anarchique. Oui. Et je vais vous ajouter, M. Hattab, avec l'agriculture intensive. Mais... Il y a une utilisation abusive des pesticides. Oui, je ne sais pas ce que vous voulez dire par abusive. Il y a une nécessité, c'est une chose, et l'abusive, c'en est une autre. Monsieur Hattab, l'agriculteur, même par ignorance, peut-être, par ignorance, il dit, si je traite plus, je protège mieux. Oui, mais les activités d'agriculture intensive, elles ont moins tendance à réfléchir comme ça. Oui. C'est des gens qui sont mieux organisés, qui ont plus de main-d'œuvre. Mais ils doivent protéger leur technique est plus maîtrisée. Mais ils doivent protéger leur culture coûte que coûte. Oui. Non, mais c'est pas de cette façon-là. Mais c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. C'est autre chose. Non, c'est la réalité. Monsieur Hattab, l'utilisation des pesticides, c'est un problème. C'est un grand débat. Il ne faut pas d'essayer d'en faire de nos produits des produits bio. C'est loin de là. C'est loin de là. Quand on voit 50 000 cas de cancer en Algérie annuellement, il faut y penser. Il y a le rôle des conseillers techniques, des vétérinaires, qui aujourd'hui, pour beaucoup d'agriculteurs, ont un rôle aussi à jouer. Soit que nous soyons pragmatiques dans notre lahore, soit que nous propageons comme tout le monde de la fausse information et ça s'arrête là. Vous l'avez bien dit, quand on a une multichapelle de 2000 mètres carrés qui coûte environ 20 millions de dinars, vous le savez ça. Bien sûr, oui. Ce n'est pas un petit fellah qui est là. C'est quelqu'un qui a investi gros, et pour investir gros, il faudrait qu'il maîtrise l'itinéraire. Il faut qu'il gagne aussi. Il faut qu'il gagne. Il faut qu'il protège sa culture aussi. Parce qu'il maîtrise qu'il gagne. Il ne va pas vendre des produits phytosanitaires à la place des tomates. Il va vendre une tomate saine. Ça, je vous l'assure. Et vous le savez même. Ce n'est pas des petites... Qu'est-ce que je vais faire? L'un lui dit fais ceci, l'autre lui dit fais cela. Non, ça, ils sont bien conseillés avec des ingénieurs, etc. Ils ne travaillent pas à la justement, dans les serres, l'utilisation est vraiment grandiose. Dans les serres. Pourquoi parce qu'il y a un climat favorable au développement des maladies. Il y a l'humidité, il y a la température. Donc c'est un milieu favorable pour le développement des maladies. Donc on fait des traitements préventifs, on dope vraiment les traitements. Ça c'est connu. Je vous donne un exemple. Par exemple la région d'Almeria en Espagne, là où il y a la plus grande serre au monde. Derrière moi, ils ont détecté... on dit que c'est le potager de l'Europe, mais derrière moi, ils ont détecté des traces de pesticides dans les produits. Et c'est un grand débat qui s'est ouvert en Europe. Donc la question est posée dans beaucoup de pays, effectivement. Oui, non, c'est une activité qui doit se parfaire. Hein. Bien sûr, non. Je voudrais poser la question par rapport à la responsabilité d'acteurs qui sont cachés. Ce sont les vétérinaires et les conseillers techniques qui, souvent, pour beaucoup d'agriculteurs, notamment les petits, on va dire ceux qui ont des petites parcelles, qui n'ont pas beaucoup de main-d'œuvre et qui sont peu formés, ce profil d'agriculteur compte énormément sur ces conseillers techniques. Et ce sont les... J'ai dit vétérinaires, évidemment, non, c'est pas des vétérinaires. Non, oui, des agronomes. Des bêtises, oui, c'est des agronomes, voilà, qui eux vont les orienter avec précision et ils ont une responsabilité par rapport à la manière d'utiliser ces produits-là. On est d'accord. Est-ce qu'ils font correctement leur travail, vous qui êtes dans le domaine de l'agriculture?
Écoutez, je ne peux pas être juge pour tout le monde. Il y a des gens qui font leur travail honnêtement, il y a d'autres qui sont représentants d'importateurs de firmes. Il y a à peu près 45 importateurs. Je vous dis par exemple, je ne citerai pas de firme, peut-être que c'est l'autre. Je représente une certaine firme. Oui. Je voudrais bien que les agriculteurs utilisent le produit de la firme que je représente. Oui, oui. Mais en général, quand il s'agit d'une firme, le produit est garanti. C'est un petit peu comme pour les médicaments et les gens qui vendent les médicaments. Vous voyez, même pour les médicaments, et peut-être même pour la pièce détachée. Oui, oui, on en parlera. Partout, il y a des parasites qui entrent dans le circuit. Malveillant. Il est clair que l'entretien de la terre, l'entretien des produits agricoles nécessite. Donc le recours, il n'y a pas que les pesticides, je vous dis. Hein. Donc il y a 5 ou 6, j'ai les cités. Mais ne faudrait-il pas maintenant confier et créer des sociétés de services? Nous avons des chimistes, nous avons Babzoua qui forme, nous avons des instituts qui forment Pourquoi ne pas justement mettre justement ces jeunes qui sortent des grandes écoles pour le traitement phytosanitaire, parce que ça nécessite un certain professionnalisme. Faire un épandage, ce n'est pas comme ça. Donc c'est pas pulvériser à l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce. Donc je pense que maintenant, ça serait utile de créer des sociétés de services, parce qu'on en a besoin. L'agriculture a besoin de sociétés de services. C'est des sociétés de soutien. C'est des professionnels donc de la chimie. C'est des gens qui auront... Il faut que le ministère de l'Agriculture encourage justement ces jeunes à s'investir. On a besoin d'injecter de la connaissance et du savoir dans l'agriculture algérienne. Ça, c'est une réalité. Pour parler d'intelligence et de pertinence, tout à l'heure, vous avez initié un sujet. Je voudrais qu'on finisse le débat sur ce sujet-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. C'est choisir. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que nous exportons le produit qui est destiné à l'exportation, ou bien est-ce que nous exportons des produits que nous avons en surplus? On a parlé de la pomme de terre il y a quelques années, on a produit en surplus. Pour ne pas la jeter, il y a eu un empressement à l'exportation. Ça a fonctionné plus ou moins. Est-ce qu'aujourd'hui, nous fabriquons un produit qui peut tenir le coup, on va dire, qui peut résister aux aléas, plutôt à la distance, lorsqu'il doit être exporté? Moi, je pense que c'est très tôt vraiment de parler de la promotion de l'exportation des produits agricoles. Parce que il ne faut pas commencer selon vous. Non, mais je vois mal comment peut-on exporter un produit non labellisé, non certifié, qui n'a pas le process de production, de son process de production, qu'on ignore. On ne sait pas d'où il vient. Je vous donne un exemple. S'il y a le refoulement, ça. Enfin, il y a des produits dont on connaît la provenance. Il y en a certains qui sont emballés avec le nom d'opérateur. Une minute. Vous généralisez, monsieur. Non. On admet qu'il y a un refoulement. Des petites quantités, comme on dit. Bon, des petites quantités, c'est parce que nous, on exporte des petites quantités. C'est tout à fait normal. Ça ne peut pas être des grandes. Mais allez, est-ce que la quantité refoulée, est-ce qu'on peut savoir sa provenance? On ne peut pas le savoir. Ce qui veut dire que l'exportateur, il a fait la collecte. Donc, il a fait la collecte de plusieurs agriculteurs, de plusieurs régions. Donc, on ne peut pas savoir de quel agriculteur il s'agit. C'est difficile quand même. C'est des produits qui doivent être calibrés. Ils doivent répondre à ça. Mais madame, si le produit n'est pas labellisé, n'est pas certifié, on ne peut pas le suivre. Il n'y a pas de traçabilité. C'est ça. La réponse. La réaction. Voilà. Faut savoir une chose. Comme je disais, il y a actuellement, je ne dirais pas de champion, mais en tout état de cause, nous avons une émergence d'agriculteurs très modernes. Je vous citerai le cas donc, de quelqu'un de Biskra qui exporte dans les melons, je dis bien dans les melons, pratiquement sont vendus à un prix nettement supérieur à la moyenne européenne. Et c'est vers le marché espagnol qui lui-même est exportateur de melons. Pourquoi? Parce que cet agriculteur a une multichapelle dont la micro-irrigation intérieure est gérée par un ordinateur. Un automate. Informatisé. C'est ce qu'on appelle la micro... Et même le traitement des insectes
il a un système qui ne laisse pas passer les insectes à l'intérieur. Nous avons actuellement 2 ou 3, mais l'essentiel. Mais vous parlez sûrement de Tahraoui. Hein, voilà, je parle de... oui, mais ce sont des opérateurs qu'il faut mettre sur les projecteurs, hein, il y a lieu de le dire. Donc, mais est-ce que Tahraoui, lorsqu'il produit, il prédestine sa production à l'exportation? C'était ma question. Oui, mais justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'exportation de l'excédent, ça ne peut pas exister. Mais ce qu'il faut faire, l'Algérie, je disais tout à l'heure, nous avons des atouts. Nos atouts, c'est justement cette précocité, cette primeur et cette arrière-saison. C'est notre force. Maintenant, on a besoin que certains disent non, que ça, on a besoin d'IDE au niveau de l'agriculture. Nous avons besoin de savoir-faire, on ne connaît pas tout. L'investissement étranger est impératif. Pourquoi? Parce que d'abord, l'agriculture, maintenant, elle est en voie de digitalisation. Nous sommes en phase d'une agriculture moderne, de plus en plus moderne. Ils vont nous ramener le savoir-faire, ils vont aussi nous ramener les réseaux. Il faut savoir que toutes les exportations ne vont pas vers les grands marchés. Les grands marchés chez nous, l'un des plus grands marchés qui est connu sur Rungis, nous sommes absents. Donc, comment pénétrer ces marchés-là si on n'a pas donc, des gens qui nous ramènent ces réseaux? On a besoin d'injecter. Il y a aussi une chose, nous avons un espace, notamment l'espace saharien, qui peut être notre chance, qui peut être un verger, comme on parle de l'atelier chinois. L'agriculture saharienne peut être un verger de l'Europe. Pourquoi? Parce que nous avons un microclimat, nous avons une surface absolument bio, mais qu'il faut bien sûr, on ne peut pas dire bio comme ça. Le bio, ça se certifie. Donc il y a des organismes certificateurs, mais en tout cas, qui est éligible très rapidement, parce qu'il n'y a pas. L'Algérie, je suis convaincu qu'elle peut être une grande puissance exportatrice de produits agricoles, si, bien sûr, si, je vous ai dit... On ouvre les portes aux IDE. Monsieur Hattab, est-ce que vous pensez que, voilà, que ça ne peut pas se faire sans le concours du savoir-faire, du know-how étranger? Je ne pourrais pas dire non, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Notre élite, elle a autant de compétences que les étrangers, etc. L'étranger, il est nécessaire, là où je rejoins l'Akhar, il est nécessaire par ses réseaux. C'est grâce à ces réseaux qui sont établis depuis X qu'on peut s'introduire. Ça, c'est un atout. Pour le reste, nous avons autant de compétences que... Parce que nous avons importé la compétence من عندهم. اسمح لي البروبليم تاعنا. Nous avons un institut national d'agronomie. Nous avons un institut national de recherche qui a l'avantage d'être ancien, donc qui a bénéficié donc de l'expertise. Il a un héritage. Et Jardin des Céciles existe, c'est parce que c'était donc... là, il y a des compétences. Ces compétences-là, nous formons des... J'ai discuté avec le directeur général donc, de l'Institut de recherche. Nous formons 400 ingénieurs ou des spécialistes en agroéconomie, dans toutes les disciplines. Où est-ce qu'ils vont, ces jeunes-là? Savez-vous qu'ils sont versés directement dans l'agriculture? En tout cas, je peux vous dire... Ça, vous ne le savez pas, mais moi, je vous le dis. Vous savez mieux que moi. Moi, je vous dis une chose. Alors, vous savez mieux... Moi-même, j'emploie 3. Voilà. Pas dans l'agriculture, pas dans l'agriculture. Non, parce qu'ils ont des connaissances. C'est Hattab. Moi, je voudrais poser une question et m'inspirer de ce que vous venez de dire. Et ce serait pas... Vous parlez d'IDE, évidemment. C'est pas... Économiquement, c'est évidemment, c'est tout à fait plausible et envisageable. Oui, c'est l'expérience des pays qui ont réussi. Tout à fait. Mais est-ce que ce serait pas aussi facile, excusez du terme, de voir quels sont les types de plants, de produits qui s'exportent bien, d'aller acheter ces plants et puis de les cultiver? Ça paraît pas compliqué. Aller ramener le plan d'une fraise qui peut être exportable et qui peut résister à la chaîne du froid. C'est variable, ça ne peut pas être stable. Vous avez aujourd'hui une variété de fraises qui est très demandée. Le lendemain, c'est une autre fraise qui arrive sur le marché. Vous devez vous adapter. Nous avons des fraises qui ne tiennent pas là. Etc. Ce que je veux dire par là, moi, toutes les politiques et tous les programmes qui ont été lancés pour l'agriculture commencent à donner leurs fruits. Comme l'agriculture est un moyen d'enrichissement, tout le monde
s'investit dedans. Et tout le monde veut s'investir dedans parce que c'est un moyen d'enrichissement. De l'avenir, ce n'est plus le pétrole, ce n'est plus de n'importe quoi. Oui. C'est plus facile d'investir dans l'agriculture et de s'enrichir. Donc les gens viennent vers l'agriculture. Oui. Ils ne viennent pas les bras croisés, ils ne viennent pas les mains vides. On leur donne des terres. Il nous reste encore on leur donne des terres. Oui. Allez-y. Moi, je pense qu'il ne suffit pas de produire pour exporter. Ça ne suffit pas de produire pour exporter. Si tout le processus de l'exportation n'est pas mis sur les rails. Je vous donne un exemple. Par exemple, on parle généralement de date parce que c'est le produit qui nous ramène beaucoup, enfin plus d'argent. Oui. Pardon. Vous savez que les exportateurs de date, ils sont contraints d'importer l'emballage pour exporter leurs produits. Alors, comment voulez-vous promouvoir l'exportation des produits agricoles alors qu'il n'y a même pas des unités de fabrication d'emballage. Alors, il en existe. Vous avez été à Bnisliman. C'est pas assez. J'ai rencontré. Attendez, j'ai rencontré un producteur de pommes de terre de l'Oued, sur un plateau de télévision d'ailleurs. Oui. Il a décroché un contrat avec les Espagnols pour l'exportation de sa pomme de terre, mais finalement, il n'a pas pu le faire. Faute d'emballage. Oui. Non, parce qu'on recourt facilement à l'import. Il nous reste encore quelques secondes. Non, je crois qu'on recourt. Nous avons des, je peux dire, sans orgueil, nous avons des géants aussi de l'emballage. Pour ne pas les citer, vous avez Général Emballage, vous avez Tonic, vous avez Maghreb Emballage qui font. Général Emballage vient de sortir un emballage hydrophobe. Oui. Ça, c'est. Donc, il y a des gens qui recourent à l'importation pour différentes raisons. Il y a cette facilité. Oui. Mais dire qu'il n'y a pas d'emballage, ça, c'est je mets ce qu'il en faut. L'emballage qui répond aux normes. Qui répond aux normes. Allez voir le dernier arrivé, il est à Bnisliman, allez le voir. Oui, on ira le voir, M. Hattab, le dernier arrivé. Je suis désolée de vous couper la parole. On arrive à la fin de l'émission. Merci d'avoir été parmi nous. On n'a pas sur notre fin. Oui, moi aussi. Le temps est contre nous. M. Hattab, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture d'Alger. Merci d'avoir été des nôtres. M. Ali Beynas, le président de l'Anexal, et M. Issa Mansour, expert agricole et conseiller à l'exportation. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite une très bonne soirée.